Bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi 29 juillet 2026, notre cher ami, notre frère, Scott Ritter, est avec nous. Bon retour parmi nous, Scott. Welcome back, Scott. Merci de m'accueillir ici. Scott, let's start with the attacks. Scott, commençons par les frappes américano-saoudiennes contre l'Irak. Elles ont visé les Hashd al-Sha'abi, qui font partie de l'armée irakienne. Ce n'est pas une composante de la résistance en Irak. Et il y a quelques instants, le Conseil de sécurité nationale de l'armée irakienne a condamné ce qui s'est passé. Il a déclaré faire de son mieux pour éviter ce genre de difficultés entre l'Irak et les pays voisins. Donald Trump a affirmé aujourd'hui qu'ils avaient coordonné cette attaque avec le Premier ministre irakien. Mais cela a été, en quelque sorte, rejeté dans cette déclaration. Le Conseil a dit que les frappes avaient eu lieu alors qu'ils essayaient de discuter avec les Américains afin de comprendre le problème. Pas seulement avec les Américains, mais aussi avec les Saoudiens. Il s'agissait de comprendre ce qui s'était passé, car l'Arabie saoudite a dit qu'il y avait eu une attaque de drones sur son territoire contre ses installations pétrolières. Ensuite, ils essayaient de résoudre ce problème, puis les États-Unis les ont attaqués. C'était en quelque sorte une attaque surprise, mais Donald Trump a dit qu'ils avaient coordonné cela avec le Premier ministre irakien. Comment voyez-vous la situation en Irak et les difficultés ou le problème que l'Arabie saoudite se crée elle-même? Ils ont eu une guerre avec le Yémen. À présent, ils ont ouvert un nouveau front et semblent croire que les États-Unis seront là pour mener ces attaques. Mais au bout du compte, ils doivent avoir une sorte de stratégie. Voyez-vous une quelconque logique, une quelconque compréhension de la situation? Quelle est votre analyse de ce qui se passe en Irak, par exemple? Qui est si important en ce moment? Les funérailles ont lieu, d'ailleurs. Les funérailles de ces personnes qui ont été tuées, assassinées dans ces attaques se déroulent en Irak, comme nous l'avons évoqué. Je veux dire, c'est là un parfait exemple du dysfonctionnement de la politique américaine dans la région du Golfe Persique et plus largement au Moyen-Orient. Cela montre aussi le chaos et la confusion qui règnent à Riyad en Arabie saoudite sur leur rôle et sur ce qu'on attend d'eux. Les Saoudiens craignent beaucoup d'être dépassés par l'Iran en tant que superpuissance régionale. Mais le fait est que l'Iran est une superpuissance régionale et que l'Arabie saoudite ne l'est pas. L'Arabie saoudite ne ferait rien de ce qu'elle fait au Yémen ou en Irak sans le soutien américain. L'Iran agit de manière indépendante et le soutien américain ne garantit en rien le succès, comme on l'a vu. Vous savez, ce que nous avons là, c'est un exemple de l'Arabie saoudite qui tente d'atteindre des buts et des objectifs stratégiques au Yémen, en maintenant un blocus contre Ansar Allah, les Houthis, et en encourageant des actions violentes contre Ansar Allah par l'intermédiaire de ses mandataires au Yémen. Quand les gens parlent de l'axe de la résistance, ils doivent comprendre qu'il est réel. Ce n'est pas imaginaire. Ce n'est pas fictif. Cela signifie qu'il existe des organisations et des nations qui ont, vous savez, des objectifs communs en matière de sécurité. Donc, quand Ansar Allah ou les Houthis sont attaqués et menacés par l'Arabie saoudite, il y a des alliés qui réagissent de la même manière. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas si les FMP ont été impliqués dans les frappes. J'en douterais, parce que, comme vous l'avez dit, ils font partie de l'armée irakienne. Mais il existe de nombreuses milices qui échappent au contrôle direct du gouvernement irakien et qui ont la capacité de lancer des attaques contre l'Arabie saoudite. Et je crois qu'elles ont effectivement lancé des attaques contre l'Arabie saoudite et contre des installations pétrolières. Mais que s'attendait à voir l'Arabie saoudite? Enfin, on ne peut pas vivre dans le vide. On ne peut pas aller faire quelque chose ici et s'attendre à ce que rien ne se passe là-bas. Donc en gros, ils ont, vous savez, libéré un génie de violence. Ils ne pourront pas le remettre dans sa bouteille. Ça se terminera mal pour l'Arabie saoudite. C'est très mauvais pour l'Arabie
Saoudite. Parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est tuer. Je crois quoi? 8 membres des forces de mobilisation populaire irakiennes et 5 conseillers iraniens, des gardiens de la révolution. Ce n'est pas un coup fatal. Enfin, c'est tragique pour les familles concernées. Mais l'idée que cela ait d'une quelconque manière freiné ce qui se passait. D'abord, ils ont frappé la mauvaise cible. C'est l'autre problème. Les renseignements américains ne font pas preuve de créativité dans ce genre de situation. Et nous avons frappé la mauvaise cible. Nous n'avons pas frappé les cibles responsables des attaques. Et puis, tout ce que nous avons fait, c'est aliéner l'Irak contre nous. Nous n'avons donc pas obtenu l'accord du gouvernement irakien. Un appel a été passé au Premier ministre irakien, au cours duquel ces questions ont été abordées. Ensuite, cela a été interprété comme un accord et nous avons frappé. Vous savez, cela ne fait qu'affaiblir un Premier ministre irakien dont l'emprise sur le pouvoir est déjà fragile. Rappelons qu'il n'a pas remporté les dernières élections législatives. Il a été nommé par les États-Unis, le résultat était différent, mais nous n'avons pas permis que ce résultat s'impose, parce que nous l'estimions plus favorable à l'Iran que ce que nous voulions. Donc, nous avons déjà manipulé les affaires politiques intérieures de l'Irak. Nous le faisons depuis que nous avons envahi le pays et renversé Saddam Hussein. Et maintenant, nous avons fait ceci. Qui sait ce que ça va déclencher? Cela pourrait très bien provoquer un soulèvement militaire contre le Premier ministre et son éviction du pouvoir. Parce que, comme vous l'avez dit, les PMF font partie de l'armée irakienne. Et le Conseil de sécurité nationale dit « Nous n'avons pas approuvé ça ». Le Premier ministre dit « Moi non plus ». Mais le fond du problème, c'est pourquoi les États-Unis se sont-ils sentis suffisamment à l'aise pour appeler le Premier ministre déjà? Parce qu'ils pensent que c'est leur homme de main payé. Et la réalité, c'est que c'est leur homme de main payé. Vous savez, le Premier ministre irakien aurait pu répondre. Il aurait pu tenir une conférence retransmise à la télévision nationale et dire « J'ai reçu un appel des États-Unis et je vais leur répondre publiquement. » Non, certainement pas. N'y pensez même pas. Au lieu de ça, il a tergiversé, il est resté silencieux, il a pris tout le monde par surprise, et les États-Unis ont mené cette attaque. Cet homme est un lâche, moralement et intellectuellement. C'est un échec politique, et espérons que ses jours sont comptés parce qu'il n'est pas bon pour l'Irak. L'Arabie saoudite, tout ce qu'elle a fait, c'est garantir que ses champs pétrolifères déjà exposés seront de nouveau frappés. Et il y a autre chose que les gens doivent garder à l'esprit. L'Iran n'est pas hors jeu. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Arrêtons de faire semblant. S'il y avait un cessez-le-feu, l'Iran n'aurait pas lancé de missiles contre la Jordanie. L'Iran fera ce qu'il doit faire. Les gardiens de la révolution ont déjà dit qu'il n'y avait pas de cessez-le-feu et que, si nécessaire, ils feraient ce qui est requis. Et maintenant que l'Arabie saoudite a attaqué un pays voisin, l'Irak, l'Iran pourrait très bien lui venir en aide. Si les milices pro-iraniennes non alignées affrontent désormais directement l'Arabie saoudite dans un conflit ouvert, l'Iran pourrait très bien se ranger à leur côté. Et alors, l'Arabie saoudite disparaît en tant qu'État-nation moderne. Les princes parfumés, gros, obèses, qui occupent actuellement les postes les plus élevés de la direction saoudienne, se retrouveront sans revenus pétroliers. Et peut-être qu'alors, les meilleurs auront des couilles, se soulèveront et leur couperont la tête, ou quelque chose comme ça. Mais vous savez, la direction saoudienne n'est pas bonne pour l'Arabie saoudite. Ils ne se soucient que d'eux-mêmes. Les gens doivent se pencher sur le mode de vie de ces gens-là. Allez à Bahreïn, par exemple, et regardez. En ce moment, c'est difficile parce que le pays est bombardé. Mais avant qu'il ne soit bombardé, regardez simplement ce qui se passe à Bahreïn. À quoi ressemblait la vie nocturne? Qui l'a fait vivre?
Ce sont tous les pieux saoudiens et leurs familles royales qui y vont. La famille royale s'envole pour Londres. Prenez cet avion. Regardez comment, dès qu'ils franchissent les frontières nationales saoudiennes, ils se débarrassent de leurs vêtements et commencent à s'habiller avec les tenues occidentales les plus extravagantes. Ils atterrissent à Londres et la débauche qui s'y déroule dépasse l'entendement. Ce que les hommes y font est enregistré par les services de renseignement britanniques. Et ce que les femmes y font est enregistré par les services de renseignement britanniques. Ils sont tous compromis, puis ils rentrent chez eux. Et désormais, il existe des dossiers dont ils ne pourront jamais parler, parce que ce qu'ils font est indicible. Et ils rentrent, puis ils remettent leurs vêtements. Ils font semblant d'être pieux. Quand vous quittez la chaussée qui relie Bahreïn à l'Arabie Saoudite, vous voyez mosquée après mosquée, après mosquée, après mosquée. Pourquoi? Parce que les Saoudiens pécheurs, en passant par là, croient qu'en construisant une mosquée ou en finançant une mosquée, ils se sont en quelque sorte absous de leurs péchés, jusqu'à la prochaine fois qu'ils iront à Bahreïn. Voilà qui gouverne aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Ils ne se préoccupent que de leur bien-être narcissique. Ils ne se soucient pas du peuple saoudien. Ils ne se soucient pas de la région. Et leur narcissisme ne peut être financé que par la poursuite de la production de pétrole. Donc, tout cela vise à maintenir le flux de pétrole. Et ils ont adhéré à l'idée fausse selon laquelle les États-Unis garantiraient le maintien de la capacité de production pétrolière saoudienne. Ce n'est pas le cas. Je ne suis pas là pour encourager une catastrophe économique mondiale. Mais, à l'heure actuelle, l'Arabie Saoudite pourrait littéralement être rayée de la carte. Il suffit qu'Ansarallah poursuive ses attaques et détruise l'ensemble des infrastructures de production pétrolière saoudienne. Il suffit que toutes les milices iraniennes, les milices pro-iraniennes en Irak, poursuivent l'attaque et détruisent l'ensemble des capacités de production pétrolière saoudienne à leur portée. Ensuite, l'Iran n'aurait plus qu'à venir nettoyer le désordre. Les champs pétrolifères de l'Est saoudien se trouvent dans une région où la population chiite est importante, voire majoritaire. Il est peut-être temps que les chiites se soulèvent, qu'ils marchent sur Riyad, qu'ils règlent cette affaire. Je veux dire, ce régime saoudien doit partir. Il doit partir. Il est mauvais pour l'Arabie Saoudite, il est mauvais pour le régime. Et en participant à cette attaque flagrante contre l'Irak, ils se sont condamnés à l'échec. Scott, selon vous, en ce qui concerne la réponse de l'Irak, j'imagine que le Yémen ferait aussi quelque chose. Car si l'on part du principe que ces drones venaient d'Irak, comment voyez-vous la combinaison des deux, des drones venus d'Irak et des missiles tirés depuis le Yémen? Et que savons-nous des systèmes de défense aérienne en Arabie Saoudite? Que savons-nous des systèmes de défense aérienne en Arabie Saoudite? Je ne sais pas. Il n'y a pas quelques champs pétrolifères saoudiens qui brûlent. Maintenant, nous savons ce qu'il en est des systèmes de défense aérienne saoudiens. Ils ne fonctionnent pas. C'est tout. Comme je l'ai dit, l'Arabie Saoudite est à nu en ce moment. Quand on va aussi loin, il faut comprendre les répercussions de ce qu'on fait. Je ne sais pas ce qu'ils ont en tête avec ces attaques. Écoutez, la réalité de la région arabe du Golfe commence à se dévoiler. On a tendance à croire qu'il s'agit d'êtres humains qui pensent de manière rationnelle, parce qu'ils affichent une façade de civilité, une façade de civilisation payée par le pétrole qu'ils produisent, le pétrole que l'Occident achète. Alors ils vont construire une copie du Louvre. C'est ce qui s'est passé à Abu Dhabi. Vous savez, allez au Louvre. Pas besoin d'aller à Paris. Venez ici, à Abu Dhabi, et vous pourrez avoir la même culture qu'à Paris. Allez à Dubaï, il y a les grandes tours, la vie festive et tout le reste. Donc c'est comme l'Occident. C'est comme l'Occident.
sauf que c'est gouverné par la classe d'êtres humains la plus pervertie et la plus corrompue de l'humanité. Les princes arabes du Golfe. Ce ne sont pas de bonnes personnes. Ce sont simplement des gens qui se sont trouvés au bon endroit, au bon moment, quand l'Empire britannique s'est effondré et que la Grande-Bretagne les a désignés comme les maîtres néocoloniaux du Golfe, soumis à l'Angleterre. J'étais à Abu Dhabi. J'ai rencontré le conseiller britannique du prince héritier, et c'est un agent du MI6. Je viens de révéler l'un des secrets les mieux connus de tous. À côté de chaque prince saoudien, de chaque prince arabe du Golfe, de chaque cheikh, il y a un agent de contrôle de la CIA ou du MI6 qui contrôle tout ce qu'ils font et surveille tout ce qu'ils font. J'essayais d'avoir une conversation avec lui sur le programme nucléaire iranien et sur le fait qu'à l'époque, Abu Dhabi parlait d'un programme nucléaire pacifique. Et j'avais une idée. Ils pourraient peut-être créer un consortium d'enrichissement d'uranium avec Abu Dhabi pour intégrer l'enrichissement iranien. Cela permettrait donc de légitimer l'enrichissement tout en le contrôlant. On n'aurait pas le problème qu'on a aujourd'hui. Et il était intéressé jusqu'à ce que l'agent du MI6 britannique intervienne. C'est donc une conversation que nous n'avons pas en ce moment. Ce n'est pas un État souverain, n'est-ce pas? C'est la réalité. Vous vous attendez à un comportement rationnel de la part de l'Arabie saoudite. Il n'y a aucun comportement rationnel de la part de l'Arabie saoudite. C'est un régime corrompu. Tout y est corrompu, du sommet jusqu'à la base, parce qu'il y a tellement d'argent qui y afflue. Et ils masquent leur incompétence, ils masquent leur corruption, ils masquent leur dépravation en s'enveloppant de confort, en s'enveloppant de richesse. Mais quand on regarde au-delà de ça, qu'on soulève le voile et qu'on voit ce qu'il y a dessous, c'est laid, c'est grotesque. Et ce que vous voyez en ce moment, c'est une manifestation, en politique étrangère, de cette laideur et de ce grotesque. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils paniquent en ce moment. Ils sont dans un état de panique absolue. Et dans leur panique, ils se tournent vers les États-Unis pour leur salut. Et ce sera l'une des erreurs fatales de la monarchie saoudienne. Vous avez évoqué l'attaque iranienne contre la Jordanie la nuit dernière. Et au même moment, ils attaquaient aussi certaines cibles au Kurdistan irakien. Et que savons-nous? C'est la première fois que l'Iran attaque la Jordanie sans avoir été attaqué. Non, il faut rétablir les faits, Nima. Parce que ça laisse entendre que les États-Unis n'ont pas lancé une attaque surprise contre l'Iran le 28 février. D'accord? Ça laisse entendre que les États-Unis n'ont pas violé unilatéralement le protocole d'accord, le cessez-le-feu, et déclenché une agression armée contre l'Iran. Vous voyez, il n'y a pas de cessez-le-feu. L'Iran n'a jamais accepté de cessez-le-feu. C'est donc dans la continuité des actions. L'Iran n'a pas attaqué les États-Unis sans raison. Du point de vue iranien, la guerre continue. Ils n'ont pas dit qu'ils arrêtaient. Ils ne l'ont pas commencé. Et ce n'est pas encore fini. Alors ne faisons pas comme si l'Iran avait lancé une attaque surprise. L'Iran n'a pas lancé d'attaque surprise. L'Iran continue de défendre ses intérêts. Ce qu'il a fait, c'est détecter une activité sur une base aérienne jordanienne, liées à des frappes aériennes lancées contre les forces de mobilisation populaire. Il a donc lancé une frappe préventive. Pas une attaque surprise, mais la poursuite d'une violence qui a été déclenchée uniquement par les États-Unis. Voilà ce qui s'est passé. Ce n'est pas une attaque surprise. Ce n'est pas de la perfidie. Ce n'est pas l'Iran qui joue à des jeux. L'Iran est en guerre contre les États-Unis. Et il faut garder cela à l'esprit lorsqu'on parle des options futures possibles de l'Iran, parce qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. L'Iran peut frapper à tout moment tout ce qu'il a déjà frappé, en sachant parfaitement qu'il fait ce qu'il faut.
Pourquoi Donald Trump a-t-il décidé d'instaurer une sorte de pause avec l'Iran? Est-ce qu'il prépare une nouvelle phase de guerre? Ou qu'est-ce que cela signifie? Je ne sais pas. Comment se prépare-t-on à une nouvelle phase de guerre quand on n'a rien? Pourquoi se sont-ils arrêtés la dernière fois? Ils n'avaient plus de pétrole, plus de munitions. Ils ont eu assez de pétrole et ils ont pensé avoir assez de munitions. Alors, ils ont recommencé. Maintenant, ils ont plus de munitions, ils sont en train de manquer de pétrole, alors ils s'arrêtent. C'est tout. Ça veut probablement dire qu'ils vont probablement se réarmer pour tenter une troisième phase, parce qu'on ne peut pas faire confiance aux États-Unis. Ils sont incapables de respecter un accord. Les États-Unis mentent sur tout. Ils ont menti sur le protocole d'accord. Ils ont carrément menti sur le protocole d'accord. Le protocole d'accord n'a toujours été qu'une façade pour gagner du temps. Alors, quel est le raisonnement? Les Russes ont déclaré, je ne sais pas s'il s'agit d'une déclaration officielle du Kremlin, mais il ressort que le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec d'autres agences russes, a déterminé que Donald Trump était émotionnellement instable. Or, nous le savons. Quiconque suit ses publications sur les réseaux sociaux sait que cet homme ne va pas bien. J'ai affirmé qu'il souffrait d'un trouble narcissique de la personnalité extrême, de type antisocial. Il est malin à cet égard. Mais ce n'est pas un acteur rationnel. Il est imprévisible. Il peut se réveiller le matin et n'importe quoi peut arriver. N'importe quoi peut arriver. Par exemple, si vous êtes l'Arabie saoudite et que vous avez mené pendant 6 à 8 mois des négociations sur une possible aide américaine à l'enrichissement de l'uranium et que vous disposez d'un cadre convenu, prêt à être signé, pour découvrir que Donald Trump se réveille le lendemain matin, va aux toilettes, a des problèmes de gaz ou je ne sais quoi, et décide « Non, nous n'accepterons pas cela tant que l'Arabie saoudite n'adhérera pas aux accords d'Abraham. » Or, l'Arabie saoudite a dit qu'elle ne le ferait jamais tant que la question palestinienne ne serait pas réglée. Comment peut-on traiter avec un homme comme ça? Se réveiller le matin en pensant qu'on a un accord pour apprendre qu'en fait on n'en a pas. Se réveiller le matin en pensant qu'on a trouvé un accord après des semaines de négociations pour découvrir que le président a eu un truc au cerveau, enfin bref, et qu'il a décidé que ce n'était pas le cas. Les États-Unis sont gouvernés par un homme qui définit sa politique par des publications sur les réseaux sociaux. Tout simplement, sans aucune coordination. Je ne voudrais pas être secrétaire d'État. Je ne voudrais pas être secrétaire à la Défense. Je ne voudrais être personne dans son gouvernement, parce qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer le matin. On pense qu'une politique est en cours d'application, et le président décide de publier autre chose sans se coordonner avec qui que ce soit. Voilà à quoi nous avons affaire. Cet homme est instable, émotionnellement instable. C'est une manière polie de dire qu'il est complètement taré. Et si Donald Trump décidait, peut-être avec Benjamin Netanyahou, que le seul moyen de convaincre l'Arabie saoudite d'accepter les accords d'Abraham serait de nouvelles attaques? Une attaque dévastatrice, menée par l'axe de la résistance sur son territoire, détruisant peut-être des installations pétrolières et exerçant une très forte pression sur le pays. Cela convaincrait le gouvernement saoudien, la population, le roi et le prince héritier d'Arabie saoudite d'accepter les accords d'Abraham. Que sont les accords d'Abraham? Est-ce un accord de défense? Est-ce que les accords d'Abraham renforcent la sécurité de l'Arabie saoudite? La réponse est non. C'est un accord économique et politique. C'est reconnaître Israël, puis faire des affaires avec Israël. Vous savez ce qui arriverait au roi s'il se présentait et disait « Voilà ce que nous faisons ». Il ne serait plus roi. Il ne serait plus roi. Le prince héritier ne serait plus le prince héritier.
Politiquement, il est impossible pour l'Arabie saoudite, à ce stade, d'adhérer aux accords d'Abraham dans ces conditions. Donc, non, je ne vois pas ça. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe entre Netanyahou et Trump? Ils sont tous les deux en difficulté politique. Mais ce n'est pas grave, parce que ce sont des maîtres. Et souvenez-vous, aucun des deux n'est aux commandes. Il existe une cabale plus vaste, le grand projet sioniste, qui fait la promotion du grand Israël. Et Netanyahou n'est pas celui qui mène la danse. Netanyahou est sur le point de perdre une élection. C'en est fini pour lui. Il est fini. Et quand il perdra cette élection, il y a de fortes chances qu'il aille en prison pour le reste de sa vie. Peut-être que ses alliés politiques le sauveront. Mais, vous savez, Donald Trump est condamné aux élections de mi-mandat, à moins qu'il ne déchire complètement la Constitution et fasse quelque chose de fou. Dans ce cas, espérons que les membres du gouvernement des États-Unis qui respectent la loi feront ce qu'il faut. Parce que lorsqu'un président rompt avec la Constitution, il n'est plus le président d'une république constitutionnelle. Mais ce n'est pas grave, parce que les grands maîtres s'en moquent. Le projet du Grand Israël comprend qu'ils ont échoué au Moyen-Orient. Ils ne gagnent pas au Liban. Ils ne gagnent pas en Syrie. Ils ne gagnent pas contre l'Iran. Alors, que font-ils? Ils font cause commune avec les États-Unis. Le parasite prend le contrôle de l'hôte. Cela passe par la loi d'autorisation de la défense nationale, actuellement en cours d'examen, qui fusionne en quelque sorte le renseignement américain, le renseignement israélien et l'armée américaine. Elle n'en fait plus qu'un. Israël est en train de prendre le contrôle des États-Unis. C'est ce qui se passe ici. Les États-Unis deviennent la profondeur stratégique du projet du Grand Israël. Et tout le reste n'est qu'un spectacle secondaire. Donc, encore une fois, les Saoudiens doivent se réveiller et comprendre que cette corruption qui se déroule car c'est bien une corruption de la démocratie qui se déroule entre Israël et les États-Unis. Ne considère pas l'Arabie saoudite comme un atout. Les accords d'Abraham sont donc une fausse promesse, la fausse promesse de prospérité et de paix. Il n'y aura ni prospérité ni paix, parce que le projet du Grand Israël ne vise pas à rendre l'Arabie saoudite prospère ou pacifique. Il s'agit de la domination israélienne sur la région, et tous les autres ne sont que des outils à utiliser, à jeter, à abandonner. Voilà. Et tant que l'Arabie saoudite ne le reconnaîtra pas, elle fonce droit vers l'enfer. Et en ce moment, elle est peut-être allée trop loin. J'utilise toutes ces analogies, mais vous voyez ce que je veux dire. Parce que si les FMP paient, si les milices pro-iraniennes décident de tout jouer, rien ne pourra sauver l'Arabie saoudite. Et souvenez-vous aussi de ceci, une petite histoire du passé. À l'approche de tempêtes du désert, on disait, il y a eu une période, pendant Bouclier du désert, où les marines étaient là-haut, pratiquement seuls, essentiellement comme des ralentisseurs. Les Irakiens ont ordonné à la garde républicaine de descendre vers le sud. Il n'y avait rien pour les arrêter. Les marines seraient arrivés là-bas, auraient tiré leur dotation initiale, puis ils n'auraient plus été que des ralentisseurs, écrasés par les chars irakiens. Heureusement, les Irakiens n'ont pas fait ça, et nous avons pu envoyer des renforts. Mais pendant cette période de vulnérabilité, on n'arrêtait pas de dire aux Saoudiens « Eh, pourquoi ne pas retirer une partie de vos forces militaires du front sud face aux Yéménites pour les faire monter ici ?» Et les Saoudiens ont répondu « Hors de question. » Pourquoi? Eh bien d'abord, la moitié du sud de l'Arabie saoudite a été volée au Yémen. Faites vos recherches historiques. Ils l'ont volée au Yémen. Ils l'ont volée aux Houthis. Et les Houthis la veulent récupérer. Donc il y a de fortes chances que si tout ça se produit, l'Arabie saoudite soit démembrée, carrément démembrée, parce que c'est un faux pays. Tout le monde sait que c'est un faux pays. Il a simplement été taillé dans le désert.
Vous savez, parce que des coupeurs de têtes wahhabites y sont entrés et ont coupé les bonnes têtes et les Britanniques ont décidé de les soutenir. Voilà. Et quand vous vous débarrassez des coupeurs de têtes wahhabites, il ne reste rien. Il ne reste qu'un ensemble de tribus bédouines qui se détestent. Et ça va éclater. Le Yémen prendra sa part. Qui sait ce que fera l'Irak? Qui sait ce que... Vous savez, la Jordanie est un faux pays, donc ça n'a pas d'importance. Mais le fait est que toute cette région est artificielle. Toute cette région a été créée lorsque certains dirigeants se sont soumis à la volonté politique de leurs maîtres britanniques et américains. Et maintenant que les maîtres britanniques et américains pataugent et qu'un nouveau maître est apparu, enfin, pas un maître, une nouvelle puissance dominante, l'Iran, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont dans un état de panique absolue. L'Iran, c'est l'avenir. Encore une fois, à qui est-ce que je parle? Vous êtes Iranien, vous le savez, 5000 ans de culture et d'histoire. Et si ces coupeurs de tête bédouins, qui occupent actuellement les postes de direction à Riyad, pensent être l'équivalent de cela, ils vont avoir une sacrée surprise. Donc l'Iran est la puissance. L'Iran est l'avenir. Et, vous savez, je pense que ces États arabes du Golfe comprennent ce que cela signifie pour eux parce qu'ils n'en ont plus pour longtemps s'ils continuent de s'aligner sur les États-Unis contre l'Iran. Scott, si l'on regarde la guerre en Asie occidentale avant qu'elle ne commence, le détroit d'Ormuz ne posait aucun problème. Aujourd'hui, l'Iran ne recule pas. Il contrôle le détroit d'Ormuz. Toute la guerre, tout le conflit, se joue actuellement autour du détroit d'Ormuz, au moment même où nous parlons. Le Yémen entre en jeu. Reuters a rapporté que le Yémen veut mettre en place un nouveau mécanisme pour le détroit de Bab el-Mandeb. Ils veulent un système de péage à Bab el-Mandeb. Ce sera la nouvelle politique. Vous voyez comment la guerre est en train de changer, de se reconfigurer en Asie occidentale. C'est compliqué. Il ne s'agit plus du programme nucléaire iranien. Personne ne parle du programme nucléaire iranien. C'est incroyable ce qui se passe. Et là, tout tourne autour du détroit d'Ormuz, de Bab el-Mandeb, et de la pression qu'ils exercent sur l'Arabie saoudite, qui est si importante pour le marché pétrolier, comme on le sait. L'autre question c'est, comment les États-Unis sont-ils prêts à tout faire basculer vers l'Asie occidentale? Parce que c'est ce qui se passe en ce moment. S'ils veulent se concentrer sur l'Asie occidentale, ils doivent tout y amener, juste pour mener toutes ces petites guerres et ces grandes guerres. Et en quoi cela va-t-il aider les États-Unis? Vous voyez, tout mettre sur la table. C'est comme si j'allais à Las Vegas et que je disais « Attention, je vais tout mettre sur cette table. Je vais tout miser sur le prochain pari. » Puis je fouille dans mon portefeuille et j'en sors $3 parce que c'est tout ce que j'ai. Tout mettre sur la table. Qu'est-ce que les États-Unis ont? Vous savez, il fut un temps où nous pouvions déployer 700 000 soldats en un claquement de doigts. Nous l'avons fait lors de l'opération Tempête du désert. Il fut un autre temps où nous pouvions déployer 200 000 soldats en un claquement de doigts. Nous l'avons fait lors de l'opération Liberté irakienne. En réalité, c'était Libération irakienne. Mais on s'est rendu compte que ça formait le mot pétrole en anglais. Et personne ne voulait faire la guerre pour le pétrole. Alors nous avons remplacé ça par liberté. Aujourd'hui, rien. Ce n'est pas ma sorcière bien-aimée. Vous savez, il ne suffit pas de remuer le nez pour que des forces apparaissent comme par magie. Si nous avons pu déployer 700 000 soldats en 1990, 1991, c'est parce que nous avions passé les 2 décennies précédentes à nous préparer à une guerre majeure en Europe. Avec Reforgé, le retour des forces en Allemagne, nous étions prêts à déployer 300 000 soldats en 10 jours. Nous avions donc des troupes en attente, entraînées, équipées, prêtes. Nous disposions aussi d'une grande armée permanente,
250 000 hommes en Allemagne, avec l'équipement prêt à partir au combat. Et donc, quand le moment est venu de les rediriger, nous avons pu retirer d'Allemagne des forces prêtes au combat. Nous avions la capacité de transport stratégique pour le faire. Nous les avons acheminés, puis nous avons pu faire venir d'autres forces et les associer aux équipements. Parce que nous avions financé cela et que nous nous étions entraînés pour le faire. Nous étions prêts à le faire. En 2003, nous n'avions plus cette capacité. Nous disposions d'une capacité plus limitée, réduite. Mais nous étions tout de même capables de déployer 200 000 soldats grâce à cette capacité de transport réduite. Nous opérions toujours dans un environnement favorable. Nous avons débarqué dans un port au Koweït, où aucune force ennemie ne nous attaquait. Nous avons constitué nos forces sans qu'aucune capacité ennemie puisse s'y opposer, en atterrissant sur des aérodromes sans aucune intervention. Aujourd'hui, nous n'avons absolument aucune capacité de déploiement. Il faut 5 mois à une brigade lourde de l'armée américaine à Fort Carson dans le Colorado pour se préparer à un déploiement en Pologne en temps de paix. 5 mois pour se mettre en ordre de marche, suivre l'entraînement, régler les questions d'effectifs, faire revenir des gens, parce que c'est une armée en temps de paix. Il y a des femmes enceintes, des gens sont en congé, d'autres sont à l'école. Les effectifs de vos unités sont réduits. Il faut les reconstituer, il faut les entraîner. Il faut les envoyer au Centre national d'entraînement, parce que nous n'avons plus d'unités en permanence prêtes au combat. Nous n'en avons plus. Pour les préparer, nous devons les envoyer au NTC, le Centre national d'entraînement, et renforcer leurs effectifs. Ensuite, on les sort de là et on les déploie en Pologne pour leur petite rotation de 6 ou 9 mois. Il faut 5 mois pour faire ça, et ce n'est qu'une brigade. Imaginez si on essayait d'envoyer, je ne sais pas, qu'est-ce que le Pentagone a dit à Trump qu'il faudrait en 2020 quand ils ont abattu le drone? Trump a dit qu'il allait bombarder l'Iran. Et le Pentagone a répondu, ne le faites pas, parce qu'il faut prendre le détroit d'Ormuz, et il nous faudra environ 800 000 à 1 200 000 hommes pour y parvenir. À l'époque, on savait ce qu'il en était, et on disait qu'on n'avait pas ces moyens. Il nous faudrait facilement entre 9 mois et 1 an et demi pour constituer ces forces, en mobilisant les réservistes, en les entraînant. Et ensuite, comment les amène-t-on là-bas? Le général Berger, le commandant du corps des marines, a reconnu que nous ne le pouvions pas. Il a dit que nous restons attachés à un système hérité de transport amphibie, où tous les moyens sont concentrés sur un seul navire. Et à mesure que nous approchons, les capacités iraniennes de déni d'accès et de missiles antinavires coulent tout. Il y a une raison pour laquelle nos porte-avions opèrent loin des côtes iraniennes. Si nous nous approchons, nous sommes submergés. Essayez d'amener des navires amphibies à Chabahar pour débarquer, projeter des forces à l'intérieur des terres et prendre le détroit d'Ormuz. C'était le plan de guerre de 1985, auquel j'ai participé. Et il n'a pas changé. Comment faire? On ne peut pas. Donc, quand vous dites que les États-Unis vont tout apporter, nous n'avons plus rien à apporter. Nous sommes littéralement une coquille vide. L'empereur est nu, un tigre de papier. Utilisez l'analogie que vous voulez. Il n'y a absolument rien que nous puissions faire, Nima. Rien. Alors, nous devrions arrêter de faire semblant qu'il y a encore quelque chose que les États-Unis peuvent faire. Nous avons engagé notre puissance aérienne et nous en avons payé le prix. L'infrastructure nécessaire pour soutenir des combats aériens de longue durée a été dévastée par les frappes de riposte iraniennes. Nous avons épuisé nos armes de frappe de précision à longue portée. Nos capacités d'interception de missiles s'épuisent. Il n'existe pas de miracle industriel dans le domaine de la défense.
Ce n'est pas un jeu vidéo où vous entrez un code de triche, vous cliquez sur un bouton et soudain vous développez des capacités. C'est la réalité. Et notre industrie de défense n'est pas capable de réagir dans les délais. Donc on a tout dépensé. Il ne nous reste plus rien pour remplacer ce qu'on a envoyé. Et quoi? On va faire semblant de croire que Donald Trump va reconstituer les ressources pour une troisième tentative. Non, c'est fini. On a perdu. Jeu, set et match. Et il est temps que les États-Unis le reconnaissent. Il est aussi temps que l'Arabie saoudite et les nations arabes du Golfe le reconnaissent. Si vous continuez à vous aligner sur les États-Unis, il ne vous arrivera que de mauvaises choses. Scott, what do you make of Zelensky and Zelensky's attack? Que pensez-vous de Zelensky et de l'attaque menée par Zelensky contre un cargo iranien qui allait de Russie en Iran et qui a ensuite été attaqué? Nous avons eu l'échange, la conversation entre le ministre iranien des Affaires étrangères et les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens ont appelé les Iraniens pour discuter, pour mettre leurs différends de côté. Mais à mon avis, Zelensky essaie de faire quelque chose. Je ne sais pas quel est son objectif principal avec ces attaques. I don't know what is his main objective with these attacks. First of all, the attack was an accident. Tout d'abord, l'attaque était accidentelle. C'était une conséquence malheureuse de la déclaration de Zelensky, le 25 juin, d'une guerre d'influence de 40 jours menée par drone contre la Russie, élargissant l'ampleur et l'échelle des attaques ukrainiennes pour faire souffrir la Russie. Une décision a donc été prise d'étendre les attaques à la mer Caspienne. Des drones ukrainiens ont alors commencé à survoler la mer Caspienne. Ils ont vu un navire et l'ont frappé. Ils ne savaient pas que c'était un navire iranien. Ils l'ont simplement touché parce que c'est leur activité. La campagne ukrainienne de drones ne consiste qu'en des actes de violence aléatoires. Ils ont donc frappé le navire. Quand il s'est avéré que c'était un navire iranien, Zelensky, qui était rentré chez lui après avoir déclaré cette guerre de 40 jours, mais en ayant perdu la guerre, tout perdu, plus de défense aérienne, plus rien, désespéré, se dit « je peux en tirer un avantage ». Alors, il revendique désormais la responsabilité. Les Iraniens ont fourni des drones aux Russes, a-t-il dit. Qu'est-ce que vous croyez qu'on va faire? C'est une cause commune. Nous voulons faire cause commune avec l'Amérique. Et c'est ce qu'il a fait. Il a monté cette affaire en épingle en se rendant aux États-Unis, puis il est arrivé à la Maison-Blanche et il a essayé d'en faire une cause commune. Et les États-Unis lui ont dit « Asseyez-vous et taisez-vous, nous ne jouons pas à ce jeu-là. Nous n'allons pas étendre notre conflit avec l'Iran à la Russie en votre nom. » Zelensky s'est retiré en rampant. Et juste après, qu'est-ce qui s'est passé? Le ministère ukrainien des Affaires étrangères publie un communiqué. C'était un accident. Nous ne voulions pas toucher le navire. Nous nous excusons. Nous paierons des réparations. Parce que la réalité, c'est que personne ne soutiendra l'Ukraine si elle veut faire la guerre à l'Iran. D'après les informations, l'Iran préparait depuis Tabriz un ensemble de frappes de missiles balistiques à longue portée qui devaient frapper très durement l'Ukraine. Et l'Ukraine se demandait « Qui va venir nous aider ?» La réponse, c'est « Personne ne viendra vous aider ». C'est la vérité tragique de la situation en Ukraine. Le sommet de l'OTAN à Ankara était une mascarade, un faux, une fraude. Il n'en est rien sorti. Rien. Des promesses pour quoi faire. Production sous licence du Patriot. Il n'y aura jamais un seul Patriot produit sous licence en Ukraine. L'Ukraine cessera d'exister bien avant ça. La promesse de soutien de l'Europe, l'Europe n'a aucune capacité de soutien. S'il y a quelqu'un qui est encore plus creux militairement que les États-Unis, c'est l'Europe dans son ensemble. L'OTAN, zéro, rien, nada. Donc il est seul. C'était un accident. Il n'en sortira rien. C'était un accident que Zelensky, dans le cadre de tout son processus, où ils font passer le battage médiatique et la guerre de l'information avant la réalité, se soit finalement retrouvé sans rien. Personne ne le soutenait.
Personne. Et ils ont fait la seule chose qu'ils pouvaient faire, reconnaître que c'était une erreur, s'excuser, payer des réparations et espérer que ça disparaisse. Pay reparations and hope it goes away. When you see Russia is implementing a new blockade, Quand vous voyez que la Russie met en place un nouveau blocus d'Odessa, ce qui est si dévastateur pour l'économie ukrainienne, pour les importations et les exportations. Et d'un autre côté, vous voyez le Wall Street Journal publier que l'Ukraine est gagnante et que c'est pour cela que Donald Trump change d'avis. Hier, il a publié une photo de lui avec Zelensky en disant « C'est un bon gars, c'est... Vous savez, que se passe-t-il dans son esprit? Quel genre d'informations reçoit-il selon vous? Peut-être du MI6, de la CIA ou de quiconque lui fournit ces renseignements. Trump ou Zelensky. Je parle de Donald Trump, parce qu'il semble qu'on observe un certain changement dans son attitude envers Zelensky. you see some sort of change in his attitude towards Zelensky. Do you Somehow, think that Donald Zelensky Trump when- gets intelligence from his? Vous pensez que Donald Trump reçoit des renseignements de ses services de renseignement? Ça suppose un acteur rationnel, prisonnier de l'establishment, comme le système est censé fonctionner. Attendre le briefing du matin, l'examiner avec son cabinet, puis trouver une solution. Donald Trump se réveille le matin, lâche un pet aux toilettes et publie un message sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que la politique se décide aujourd'hui en Amérique. Donald Trump est davantage influencé par Laura Loomer, qui reçoit 2 millions de dollars d'un oligarque ukrainien pour se rendre à Kiev et y faire une opération de propagande toute préparée afin d'influencer Donald Trump. C'est ça qui l'influence. Ce n'est pas un complot du MI6 ni de la CIA. C'est encore une fois l'irrationalité émotionnelle d'un président américain dérangé. Of a deranged American president. What does he think? I don't know if he even thinks. Qu'est-ce qu'il pense? Je ne sais même pas s'il pense. Il réagit. Il agit. Mais il n'y a aucune réflexion derrière tout ça. Ce que nous savons, en revanche, c'est qu'une vaste opération de guerre de l'information est en cours, menée par la CIA et le MI6, dans laquelle Laura Loomer, Gilbert Doctorow et tous les autres jouent un rôle. L'objectif, c'est de créer en Russie les conditions pour que la population doute de la capacité des dirigeants russes à l'emporter dans ce conflit. C'est de cela qu'il s'agissait avec cette guerre des drones élargie sur 40 jours. Porter la guerre auprès du peuple russe, faire souffrir le peuple russe, puis amener les Russes à remettre en question la direction de Vladimir Poutine. Dans quel but? Le 20 septembre, voilà la date visée. Ce sont les élections à la Douma d'État. That's the target date. That's the state Duma elections. The goal is to sweep. L'objectif, c'est de chasser Russie unie du pouvoir, de saper les fondements du soutien politique à Vladimir Poutine et de provoquer son renversement par une opinion publique en colère qui le considérerait comme un dirigeant faible. C'est de cela qu'il s'agit. C'est tout ce qui se passe. C'est un pari énorme pour parvenir à ce résultat. Eh bien, d'abord, les gens qui ont conçu ce plan ne connaissent rien à la Russie et ne connaissent rien aux élections russes. Enfin, comment saper un président qui bénéficie aujourd'hui de quoi? 76% de soutien. Un homme politique occidental tuerait pour avoir ça. Et quand l'élection arrivera, croyez-moi, ce chiffre dépassera les 80% parce que, oh, qu'a fait Poutine hier? Because, oh, what did Putin do yesterday? He met with the state Duma, the target of this. Il a rencontré la Douma d'État, vous savez, la cible de tout cet exercice de propagande, et il a accroché une médaille sur la poitrine d'un héros russe. Ce héros russe s'est penché vers lui et a dit « Monsieur le Président, vous devez être plus audacieux. Soyez plus audacieux. » Alors, le président monte devant la Douma et dit « Je viens d'accrocher une médaille sur la poitrine de ce type, et il m'a dit qu'il voulait que je sois plus audacieux. Qu'en dites-vous? » Vous avez vu cette vidéo? Oui, ont-ils répondu. Pas oui, peut-être. Oui, avec véhémence. Oui, soyez plus audacieux. Et le président commence à sourire, à rire et à tournoyer. Vous voulez que je sois plus audacieux? Oui, nous voulons que vous soyez plus audacieux. Il les a totalement dominés. C'est terminé. La campagne est terminée. Alors, que se passe-t-il maintenant? Vous avez parlé de la fermeture de la mer Noire. Vous savez à quel point Zelensky et ses soutiens occidentaux sont stupides.
Voyez-vous, la Russie est une nation qui croit à l'état de droit. Je sais que des gens disent le contraire, mais c'est le cas. Et vous savez qu'ils le font. Moi, je sais qu'ils le font. L'une des choses que la Russie avait acceptées, c'était de maintenir un corridor ouvert, un corridor en mer Noire, afin que des navires puissent quitter Odessa et d'autres ports de la mer Noire avec des céréales, passer par le Bosphore et acheminer ses produits jusqu'au marché. Et la Russie a respecté cet engagement, malgré tout ce que l'Ukraine a fait pour provoquer la Russie. Vous savez, l'Ukraine a attaqué Novorossiysk et des navires russes en affirmant qu'elle possédait la mer Noire. Ils disaient avoir chassé la Russie de la mer Noire. Maintenant, ils ont un pont. Ils commencent à attaquer la mer d'Azov, puis ils s'en prennent aux entrepôts de Whiteberries, le site de vente en ligne. Alors la Russie a fermé la mer Noire. Qui contrôle la mer Noire aujourd'hui? La Russie. Seulement la Russie. L'Ukraine n'aura plus jamais accès à la mer Noire. Cet accès lui a été refusé pour toujours. D'abord à cause du blocus de fait imposé par la Russie, et parce que Vladimir Poutine a désormais déclaré ouvertement qu'Odessa est une ville russe. Il a aussi parlé du démembrement de l'Ukraine, avec le transfert à la Roumanie de régions qui lui appartenaient avant la guerre. Cela implique que la Russie disposera d'un corridor terrestre entre ses positions actuelles et la Transnistrie, ce qui signifie que le littoral de la mer Noire appartiendra à la Russie. Voilà l'avenir de l'Ukraine. Et cela va arriver parce que l'Ukraine s'effondre de l'intérieur. On a vu se produire ce que tout le monde espérait voir arriver en Russie. Vous savez, limoger Gerasimov, limoger l'état-major général, limoger le ministre de la Défense. Pourquoi? Ils gagnent. Pourquoi les virer alors qu'ils gagnent? Ah, parce que vous êtes un agent d'influence. Vous êtes une force de déstabilisation des services de renseignement britanniques. D'accord, j'ai compris, Gilbert. Mais virez-les. Pourquoi? Mais personne ne parle du fait que Zaloujny a dû être limogé et que Syrski a été nommé. Ce que vous vouliez voir se produire en Russie, s'est produit en Ukraine. Des milliers de personnes, dans la rue, qui réclament des mesures. Voilà l'instabilité, et ça ne fera qu'empirer. Parce que maintenant, à cause des attaques contre Whiteberries, la Russie détruit l'ensemble des infrastructures civiles de soutien de l'Ukraine. Les stations-service disparaissent. Pas seulement les centres de distribution de carburant. Les stations-service disparaissent. Tous les supermarchés disparaissent. Tous les entrepôts disparaissent. Il ne restera plus rien quand la Russie aura terminé cette campagne. Et quand l'hiver arrivera, si l'Ukraine tient jusque-là, ils n'auront plus de gaz, plus d'énergie, plus de chauffage, plus de nourriture, plus de ravitaillement, plus rien. Ils mourront tous. C'est la mort d'une nation. C'est vers cela que nous nous dirigeons. Et aucune magie ne viendra des élections à la Douma russe, le 20 septembre. Ces élections auront lieu puis passeront. Poutine sera au pouvoir, plus fort que jamais. Et Zelensky se retrouvera les mains vides. Et rien de ce que dira Donald Trump, rien de ce que dira l'Europe ne remplira ce vide. Et c'est tout ce qui attend le peuple ukrainien à l'entrée de l'hiver. Et ce à quoi cela va conduire, c'est un effondrement total de la société. Et cela signifie la fin de l'Ukraine. Avec cette nouvelle résolution adoptée hier, avez-vous le sentiment que fondamentalement, Lindsey Graham a préparé cette résolution sans sanctionner la Russie? Eh bien, elle doit donc être bonne. Si Lindsey Graham l'a fait, c'est forcément bien, parce que cet homme est un génie. Mais cela signifie que les États-Unis et Waterhouse Washington se préparent à une guerre continue avec la Russie et l'Iran. Je pense que c'est le message. Ça ne signifie pas du tout cela. Ça ne veut pas dire ça du tout. Vous dites que ça veut dire ça, mais pour se préparer à une guerre de longue durée, il faut réellement se préparer. Il se prépare à s'engager dans une guerre énergétique avec le monde.
parce que ce paquet les oblige à imposer des sanctions à quiconque achète de l'énergie russe, à un moment où il n'y a pas d'énergie disponible dans le monde. À quel point peut-on être stupide? Donald Trump a provoqué la fermeture du détroit d'Ormuz, provoqué la fermeture du détroit de Bab el-Mandeb. 25% des approvisionnements mondiaux en énergie sont refusés au monde. Et maintenant, Donald Trump va dire au monde, vous ne pouvez pas acheter de pétrole russe. And now Donald Trump's going to tell the world, you can't buy Russian oil. You can't buy Iranian oil. Vous ne pouvez pas acheter de pétrole iranien. Vous vous rendez compte à quel point ils sont stupides. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Compter sur les énormes réserves énergétiques des États-Unis. On n'a pas d'énergie. On l'a bradé. On n'a plus rien. C'est vide. 15 jours, je crois. C'est tout ce qu'il nous reste. C'est fini. C'est la chose la plus stupide au monde. C'est une nation qui se suicide parce que les responsables politiques n'ont pas le courage d'affronter la réalité. Ça ne marchera pas. Ça peut être adopté, mais ça échouera. Et dès que ça commencera à échouer, Trump utilisera la clause de retrait et dira « Je ne veux pas faire ça. Je ne vais pas imposer ça. » Parce qu'il va perdre l'Inde. Il va perdre la Chine. Il va perdre tout le monde. Il les a déjà perdus, mais cela va devenir officiel. Et la réalité, c'est qu'il ne peut pas rouvrir le détroit d'Ormuz. Il ne peut pas rouvrir le détroit de Bab el-Mandeb. Donc c'est fini. Jeu, set et match. S'il vous plaît, membres du Congrès. S'il vous plaît, 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 adoptez ça. Adoptez-le. Parce que cela hâtera la défaite de cet hégémon irresponsable qu'on appelle les États-Unis. Et cela révélera au peuple américain la folie absolue du Congrès des États-Unis. Et peut-être qu'aux élections de mi-mandat, nous ferons table rase. C'est tout ce que nous pouvons espérer. Pensez-vous que Donald Trump laisserait cela au prochain président des États-Unis, ou qu'il va obtenir une forme de dénouement sur l'un de ces deux fronts, voire sur les deux? Il y a actuellement deux fronts, avec la Russie et avec l'Iran. Peu importe ce que veut Donald Trump. It doesn't matter what Donald Trump wants. That's what I'm trying to say. C'est ce que j'essaie de dire. Ce qui compte, c'est uniquement ce que veut la Russie et ce que veut l'Iran. Alors arrêtons de parler de Donald Trump. Il n'a aucune carte à jouer. Ce n'est plus un jeu américain. D'accord. Donc la question, c'est que veut la Russie? Et la question, c'est que veut l'Iran? Il faut répondre à ces questions. Ce que veut l'Amérique n'a aucune importance, parce que l'Amérique n'est pas un acteur rationnel. Alors ce que veut un acteur irrationnel ne devrait pas compter, n'est-ce pas? En plus, l'Amérique n'a plus aucune carte à jouer. Nous n'en avons plus. Vous pensez vraiment que ce projet de loi sur les sanctions va changer quoi que ce soit? Il ne fera qu'accélérer la destruction des États-Unis. Mon Dieu, pour faire quelque chose comme ça, il faut contrôler le monde. Il faut tout contrôler pour que ça arrive. Nous ne contrôlons rien. Nous ne contrôlons absolument rien. Il suffit que l'Iran serre un peu plus la vis et les États-Unis s'effondrent. L'Europe s'effondre. Toute cette mascarade s'effondre. Pour que les sanctions fonctionnent, l'ordre international fondé sur des règles doit être opérationnel et pleinement fonctionnel. Mais Mark Carney l'a révélé à Davos, c'est une fraude. Tout le monde sait que c'est une fraude. Il n'y a rien là. On ne peut pas faire respecter une règle sans avoir un shérif pour la faire respecter. Et le shérif est gros, le visage orange, instable, et il n'a ni armes ni munitions pour ses armes. Je veux dire, il faut arrêter de prétendre que les États-Unis ont encore une quelconque importance dans le monde aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nous ne sommes qu'une puissance en déclin. Et si nous continuons à faire cette stupidité, ce que nous allons voir, c'est que le déclin va se transformer en effondrement. En tant qu'Américain, je ne veux pas que cela arrive. Je veux dire, tout ce que j'ai ici pourrait être perdu. Ma fille vient d'avoir un bébé. Le monde dans lequel ils vont vivre pourrait être le chaos. Personne ne veut ça. Mais pour l'empêcher, nous devons commencer à être réalistes.
Nous devons arrêter de faire semblant que Donald Trump compte dans le monde. Il ne compte pas. Il s'est rendu lui-même insignifiant et il a exposé ses faiblesses. Les Russes et les Iraniens connaissent les faiblesses des États-Unis. Heureusement, les deux nations comprennent que le chaos n'est pas une solution. La Russie dit depuis longtemps que la prévisibilité est ce dont elle a le plus besoin en matière de politique étrangère. Donc, la façon d'éviter l'imprévisibilité, c'est d'empêcher les États-Unis de s'effondrer. On pourrait donc voir la Russie gérer certains problèmes pour éviter que l'Amérique ne s'effondre. On pourrait voir l'Iran faire certaines choses pour éviter que l'Amérique ne s'effondre. Mais aucun d'eux ne fera quoi que ce soit pour que l'Amérique redevienne dominante. C'en est fini de l'Empire. Alors, arrêtez de vous demander ce que Donald Trump va faire, ce que l'Amérique va faire. Ils ne peuvent rien faire. Le paquet de sanctions est vide. Il ne va tout simplement rien se passer ici. Parce que si nous menaçons de sanctionner l'Inde, elle nous a déjà envoyé balader. Nous menaçons de sanctionner la Chine, elle nous a envoyé balader. Sanctionner l'Iran, c'est la guerre. Sanction Iran? War? Sanction Russia? What? Sanctionner la Russie. None of it matters. Quoi? Quoi? All it's gonna do is hate Rien de tout ça n'a d'importance. Tout ce que ça va faire, c'est accélérer l'effondrement du pétrodollar, accélérer l'effondrement du contrôle américain sur les systèmes financiers mondiaux. Avant, on disait qu'il était trop difficile de remplacer SWIFT. Trop difficile, trop contraignant. Mais SWIFT est devenu invivable à cause des États-Unis. Remplacez-le. Il faut le remplacer. Ce n'est plus une contrainte. Le remplacer est devenu une nécessité. Remplacer le pétrodollar. Vous devez le faire parce que les États-Unis n'ont pas démontré qu'ils étaient un acteur rationnel sur la scène financière mondiale. Nous sommes littéralement en train d'écrire un scénario qui mène à l'effondrement total et à la disparition de tout ce que nous espérions pouvoir être. everything we hoped we could be. Lavrov a dit aujourd'hui qu'il n'y a pas d'États-Unis au sein des BRICS, qu'il n'y a pas de Bruxelles au sein des BRICS. Donc tout le monde est au même niveau. Nous sommes égaux, nous nous parlons, nous mettons nos différences de côté et nous communiquons. C'est le système qu'ils sont en train de construire. Un système qui fonctionne pour tous, malgré toutes leurs différences. Pensez-vous, Scott, qu'avec la guerre d'usure qui se déroule entre la Russie et les États-Unis, entre l'Iran et les États-Unis, ils vont continuer cette guerre d'usure? Ou bien, si les États-Unis décident d'escalader, vont-ils eux aussi escalader? Vont-ils continuer de la même manière? Car la Russie a démontré quelque chose de très important pendant la guerre en Ukraine. Elle ne s'emballe pas avec la guerre. Elle poursuit une stratégie cohérente. Peut-on s'attendre à la même chose de la part des Iraniens? Comment comprenez-vous cela? Well, I mean, both Russia and Iran are rational. Eh bien, je veux dire, la Russie comme l'Iran sont des acteurs rationnels, mais tous deux doivent obtenir les résultats les plus favorables à leurs nations respectives. La Russie a défini le résultat idéal comme la résolution des causes profondes du conflit en Ukraine. C'est le but, c'est l'objectif. La Russie n'a pas élargi cela en disant « Oh, pendant que les États-Unis et l'OTAN sont affaiblis, nous allons régler la sécurité des pays baltes. Nous allons régler la sécurité dans l'Arctique. Nous allons nous occuper de l'OTAN. Nous allons nous occuper des États-Unis. » Non, ils disent que cela viendra plus tard. Mais d'abord, nous devons résoudre le problème ukrainien. Nous devons nous débarrasser de ce cancer ukrainien. Et cela limite, en quelque sorte, ce que la Russie est disposée à faire à ce stade. C'est pourquoi la Russie ne cherche pas à étendre le conflit à l'Europe, même si elle aurait toutes les justifications pour le faire. L'Iran, en revanche, il reconnaît enfin, là encore, c'est similaire. Il veut s'attaquer à la cause profonde du problème. Mais la cause profonde, ce sont les États-Unis. Il faut que les États-Unis quittent le Moyen-Orient. Et les gardiens de la révolution islamique l'ont dit clairement.
Je ne vois donc pas l'Iran chercher à limiter ce conflit. Je le vois chercher à exploiter tous les avantages dont il dispose actuellement pour chasser l'Amérique du Moyen-Orient. Et c'est une situation regrettable, parce que cela signifie que nous serons vaincus. Et rappelez-vous, la guerre est le prolongement de la politique par d'autres moyens. La politique est façonnée par les réalités économiques. Cela devient donc une guerre économique. Je pense donc que l'Iran va non seulement continuer à tirer des missiles quand il le devra, mais aussi continuer à exercer une forte pression dans le détroit d'Ormuz et à Bab el-Mandeb. Car les États-Unis ne peuvent supporter qu'une quantité limitée de souffrance avant d'être contraints soit d'échouer totalement, soit d'apporter les changements nécessaires pour que cette souffrance cesse. Thomas Schelling a écrit sur la théorie des jeux dans les années 60. Il parlait du pouvoir d'infliger de la souffrance. L'Iran détient aujourd'hui presque exclusivement cette capacité au Moyen-Orient. Et cela lui donne non seulement une force de dissuasion, mais aussi la capacité d'influencer les événements en sa faveur, parce qu'il peut faire très mal, et que les autres camps ne peuvent pas rivaliser sur ce terrain-là. Il y a donc un déséquilibre dans la capacité à infliger des dommages et à dissuader. C'est l'Iran qui va gagner la partie. Ce sera une partie différente de celle que joue la Russie. Le jeu de la Russie, en réalité, peut être contenu par nature. Mais comme les États-Unis ont fait de cette question un enjeu existentiel pour l'Iran, les résultats seront différents pour l'Iran. Et le résultat, c'est que les États-Unis doivent être réellement chassés du Moyen-Orient. Il ne peut plus y avoir de puissance militaire américaine au large des côtes iraniennes. Les États arabes du Golfe ne peuvent plus servir de base avancée à la projection de la puissance militaire américaine contre l'Iran. Les États-Unis doivent être totalement retirés de la région du Moyen-Orient. Les États arabes du Golfe doivent se conformer totalement aux besoins, aux volontés et aux souhaits de l'Iran. Heureusement pour eux, ce que veut l'Iran, c'est la paix et la prospérité. Ils veulent simplement que la région soit sûre. Ils veulent pouvoir vendre leur pétrole. Ils veulent pouvoir commercialiser leurs produits. Ils veulent pouvoir vivre en paix. Cela ne pourra jamais arriver tant que les États-Unis seront au Moyen-Orient. Merci beaucoup, Scott, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. Mr. Mouth,